La Méditerranée, berceau de notre culture. Née il y a des millions d'années de la rupture de la digue qui fermait le détroit de Gibraltar, elle est devenue une mer d'une inestimable diversité. Peuplée de créatures de légende, dans des paysages d'une saisissante beauté. Nous partons en expédition sur les flots, par la terre et dans les airs pour voir comment se porte aujourd'hui notre Méditerranée. Voici la Grotta dei Fantasmi, la grotte des fantômes, au nord-ouest de la Sardaigne. Il y a des milliers d'années, nous aurions pu accéder à la grotte à pied. L'eau s'infiltrait alors par le plafond sous forme de petites gouttes, tandis que les courants souterrains sculptaient d'étonnantes formes dans la roche calcaire tendre. Mais c'est avec la montée du niveau de la mer que la grotte s'est retrouvée submergée. Nous suivons une rivière au beau milieu de la mer. En raison de sa densité plus faible, le courant d'eau douce se ferait un chemin dans l'eau salée. Mais la Sardaigne recèle encore bien d'autres curiosités géologiques. Il y a des millions d'années, elle ne faisait qu'un avec la Corse voisine. Puis, l'île s'est scindée en deux sous l'effet de mouvements tectoniques puissants qui ont aussi fermé l'accès à l'Atlantique en Méditerranée occidentale. La mer intérieure connaîtra alors un assèchement, jusqu'à ce qu'une inondation impressionnante venue de l'Atlantique remplisse de nouveau le bassin. Près de la grotte des fantômes se trouve l'un des biotopes les plus riches de la Méditerranée. Une fois par an, des dizaines de milliers de canthères se réunissent pour frayer au large des côtes de la Sardaigne et de la Corse, où les courants offrent des conditions optimales. Les mâles défendent farouchement la couvée. Dans quelques jours, les minuscules larves de poissons vont éclore par millions et les courants les emporteront en haute mer. Le rassemblement des canthères annonce le début de longues migrations dans les eaux méditerranéennes. À bord de notre bateau d'expédition Toftevag, nous nous engageons dans les Bouches de Bonifacio. Dans cette zone située entre la Sardaigne et la Corse, la profondeur n'atteint pas plus de 70 mètres. Au printemps, c'est un passage incontournable pour de nombreuses espèces venues s'y reproduire ou ratisser les fonds marins, véritables garde-manger. Nous voici donc au bon endroit à point nommé. Juste au-dessous de la surface de l'eau, de petits poissons se nourrissent de larves de canthères et d'autres petits organismes, avant d'être dévorés à leur tour par les thons. Ces redoutables chasseurs mesurent plus d'1 mètre de long et pèsent jusqu'à 70 kilos.
On peut les apercevoir furtivement lorsqu'ils effectuent un saut avant de se précipiter dans les bancs de poissons. La plupart d'entre eux seront attrapés par les chalutiers internationaux, dans le détroit de Gibraltar et au large des côtes espagnoles. La pêche côtière en subit les conséquences. Le poisson se fait de plus en plus rare. Mais les pêcheurs locaux sont loin d'être exemplaires. Ils utilisent la technique du filet calé, pourtant interdite. Par mauvais temps, les poissons ne peuvent être récupérés et ils se décomposent dans les filets. Presque toutes les espèces de thon sont actuellement menacées. Par endroits, leur population est totalement décimée. Pour eux, la migration est devenue une pratique dangereuse. Là où leurs ancêtres se reproduisaient abondamment, les thons d'aujourd'hui meurent en grand nombre. Ils traversent des milliers de kilomètres depuis l'Atlantique pour rejoindre la Méditerranée. Un comportement qui a perduré au cours de millions d'années, jusqu'à ce que l'homme ne fasse irruption avec ses filets. Aujourd'hui, la pêche a été bonne. Ils ne voient pas d'inconvénient à ce que nous filmions leur méthode de pêche pourtant illégale. Un thon rouge comme celui-ci se vend à plusieurs centaines d'euros. Mais les pêcheurs connaissent de moins en moins de jours chanceux et les traditionnels filets calés, les madragues, moyens de subsistance pour des villages entiers pendant des siècles, ne sont même plus mis en place. Ils restent trop souvent vides. Nous attendons plusieurs semaines dans le détroit de Bonifacio pour apercevoir les déplacements des habitants sous-marins. Pendant ce temps, notre équipe terrestre accompagne les oiseaux migrateurs. Environ 5 milliards d'oiseaux prennent chaque année leur quartier d'hiver dans le sud. L'itinéraire oriental traverse la Turquie européenne en passant par Istanbul, sur les côtes de la mer de Marmara. Puis il continue à travers la Turquie asiatique jusqu'en Israël, avant d'atteindre l'Égypte et enfin la frontière libyenne. Nous allons parcourir 4000 km sur 3 continents. Un demi-million de cigognes contournent la Méditerranée par l'est. Pour éviter de survoler la haute mer, les cigognes blanches sont prêtes à faire de longs détours. De la frontière grecque jusqu'à Istanbul, la Turquie européenne forme une sorte d'immense entonnoir. C'est dans ce paysage méditerranéen qui s'étend sur plus de 25 000 km² que nous aimerions observer les cigognes. Les voici, là en face. Enfin, une première zone de rassemblement, près de l'autoroute qui relie Edirne à Istanbul. Pas facile de les voir, elles n'ont pas bougé. Avec une envergure de 2 mètres, la cigogne blanche appartient à la famille des oiseaux planeurs. Elle se laisse porter par les courants ascendants et peut voler à une altitude de 5000 mètres. Arrête, des cigognes mortes. Nous suivons les oiseaux pour voir où ils passent la nuit. L'ornithologue Holger Schulz étudie depuis 30 ans le comportement migratoire des cigognes blanches. Rien n'échappe à son œil expert. Elle a dû se faire électrocuter. Je ne vois pas de bague. Regarde, elle a des plumes brûlées. Oui, c'est bien une électrocution. Elle a dû se poser sur le pylône pour dormir. Le contact avec une prise de terre et la ligne électrique lui a été fatal. Voyons si les autres ont des bagues. Les bagues numérotées font office de pièces d'identité. Elles renseignent sur la provenance et la destination des oiseaux. Celle-ci n'a pas de bague, mais ses ailes portent des marques d'électrocution. Celle-là a les ailes complètement brûlées, c'est évident.
Les études d'Holger montrent que la moitié des jeunes cigognes meurent durant leur première année de vie. L'électrocution représente près de 70% des causes de mortalité. Si les courants ascendants sont suffisamment forts, ces grands oiseaux planeurs parcourent jusqu'à 500 km par jour, grâce à une remarquable économie d'énergie. Mais cette technique ne fonctionne pas au-dessus de l'eau. C'est pourquoi les cigognes contournent la Méditerranée, à l'ouest par Gibraltar ou à l'est par le Bosphore. Un jeune pélican blanc se joint aux cigognes. Il vient peut-être du delta du Danube ou de Grèce. Ce paysage est bien différent de ses escales habituelles, toujours en milieu aquatique. Mais ici, ce sont des champs de tournesol à perte de vue. Quel spectacle! Au moins 10 000 cigognes dans la lumière du soir. Il est très rare d'en voir autant d'un coup. Les cigognes qui atteignent la Turquie le matin poursuivent directement la route vers l'Asie. Celles qui arrivent le soir passent la nuit en Europe avant d'entamer la traversée éprouvante du Bosphore. Elles s'agitent. Tu crois qu'elles passeront la nuit dans le champ? Non, je ne crois pas. Elles dormiront dans les arbres. Sur le sol, elles ne seraient pas à l'abri des chiens errants. Les cigognes semblent épuisées par le long voyage. Les unes après les autres, et en prenant tout leur temps, elles trouvent refuge dans les arbres pour passer la nuit. Demain, nous les accompagnerons dans l'étape difficile du Bosphore. De nombreux habitants de la mer migrent par les bouches de Bonifacio, ce qui raccourcit leur périple de plusieurs centaines de kilomètres. Ce passage étroit est idéal pour observer les pérégrinations sous-marines. Mais en restant sur le bateau, il est bien difficile de voir les animaux. Même les plus grands, comme les baleines ou les dauphins, ne peuvent être observés que brièvement, lorsqu'ils remontent à la surface pour respirer. Un petit avion nous facilite la tâche. Nous pouvons localiser des bancs de sardines et autres poissons impossibles à distinguer depuis la hune du Toftewag, notre vénérable navire en bois de plus de 100 ans. L'avion nous permet de scruter les bouches de Bonifacio, d'une largeur de 12 km. Lorsque tout est calme à la surface de l'eau, nous pouvons même observer des micro-organismes qui se multiplient abondamment dès le début de l'été. L'eau grouille alors de minuscules algues et crustacés qui forment des zones de plancton de plusieurs kilomètres carrés. Un véritable garde-manger pour de nombreuses espèces. Le plancton nourrit aussi bien la méduse que le requin pèlerin, un géant de plus de 10 mètres qui filtre la soupe nutritive grâce à son immense gueule. Il n'est pas rare de rencontrer ces animaux impressionnants, mais nul ne saurait dire d'où ils viennent ni où ils vont. Il en va autrement pour le thon, dont les routes migratoires sont bien connues. C'est au début de l'été qu'il quitte l'Atlantique. Sur son chemin, il chasse de petits poissons qui eux-mêmes se nourrissent de plancton. Cette énorme biomasse attire également l'un des plus grands migrateurs de la Méditerranée, le rorqual commun. Il peut atteindre 24 mètres de long et peser jusqu'à 70 tonnes.
Les dauphins aiment profiter de la vague créée par le déplacement de ces imposants cétacés. Mais les rorquals disparaissent à la fin de l'été et leur quartier d'hiver reste un grand mystère pour la biologie marine. Bruno Diaz travaille dans une station de biologie marine sur la côte nord-est de la Sardaigne. Ce biologiste espagnol connaît parfaitement les pratiques migratoires dans les Bouches de Bonifacio. Cet hydrophone nous permettra d'enregistrer les sons que produisent baleines et dauphins pour communiquer. Les ondes sonores se propagent 4,5 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Nous comptons localiser les animaux grâce à ce dispositif. L'hydrophone capte les ondes sonores sur plusieurs kilomètres. L'oreille humaine ne peut en général percevoir ces ondes. Les oscillations acoustiques doivent être transformées en fréquences audibles. L'hydrophone indique également la direction dans laquelle se trouvent les animaux. La Méditerranée abrite entre 3500 et 5000 rorquals. Ils sont nombreux à emprunter les Bouches de Bonifacio. Le rorqual est considéré comme la baleine la plus rapide au monde. Il peut se déplacer à 40 km/h. Avant l'apparition des bateaux à vapeur au XIXe siècle, les chasseurs de baleines ne parvenaient pas à le suivre. Il est très difficile de filmer un rorqual. Nous devons orienter notre cadreur sous-marin à partir du bateau. L'animal pourrait passer à seulement quelques mètres de nous sans être vu par le plongeur. Il s'agit d'un travail herculéen. Sans ces longues palmes en carbone, le cadreur ne pourrait même pas s'approcher des rorquals. Mais voilà ses efforts récompensés. Pendant 20 secondes, l'objectif filme la baleine la plus rapide au monde. Nous allons maintenant analyser les données de l'hydrophone. Les enregistrements indiquent que 3 rorquals se trouvaient à proximité du bateau, ainsi qu'un animal plus petit, qui a totalement échappé à notre attention. Mais pour les biologistes marins, cela fait partie du quotidien. Comme d'autres espèces de baleines, les rorquals sont identifiables grâce à leur nageoire dorsale et à leur motif de couleur. Les migrations dans la Méditerranée les exposent à toutes sortes de dangers, comme des collisions avec les bateaux, mais aussi le bruit ou encore les substances toxiques. Il est 5 heures du matin. Alors que nos cigognes se reposent encore, nous prenons la route pour la plus grande métropole turque. Nous nous dirigeons vers une ville âgée de 3 millénaires qui, au cours de l'histoire, s'est tour à tour nommée Byzance et Constantinople. Istanbul est à la croisée des continents européens et asiatiques, séparés par le Bosphore. Pas facile de s'orienter dans ce gigantesque labyrinthe de maisons. Istanbul occupe une superficie d'environ 5000 km², c'est-à-dire presque 2 fois la taille de Paris et Berlin réunis. Un creuset des cultures occidentales et orientales. Le détroit du Bosphore, long de 30 km, relie la mer de Marmara à la mer Noire. L'eau méditerranéenne à forte teneur en sel suit des courants profonds vers le nord, tandis que des courants moins salés et proches de la surface se déplacent en sens inverse. Pour les puffins, le Bosphore est un excellent point de ravitaillement. Quant aux cigognes, les vents forts peuvent interrompre leur voyage.
Justement, près de l'aéroport Atatürk, les conditions météorologiques se dégradent. Je ne les vois pas. Elles ont dû se poser dans les parages. Avec la tempête qui arrive, impossible pour elles de poursuivre. Pas une minute sans décollage ou atterrissage. Les cigognes se posent elles aussi en attendant que la pluie passe. Elles ne peuvent pas voler avec les plumes mouillées. Les cigognes choisissent comme aire de repos un aéroport militaire situé un peu à l'écart. Nous nous risquons avec elles dans cette zone où il est strictement interdit de filmer. Très rapidement, 5000 cigognes se rassemblent devant les hangars d'avions militaires. Heureusement, notre tournage passe inaperçu. Les sentinelles sont peut-être tout comme nous captivés par les cigognes. Un quart d'heure plus tard, les oiseaux s'apprêtent à repartir. L'ancien poste de douane Kiz-Kulesi, ou Tour de Léandre. Nous voici dans l'Istanbul asiatique. On va se garer. Les cigognes passeront par ici. D'accord. Environ 50 000 navires de tout type, du pétrolier au sous-marin, transitent chaque année par le Bosphore. Il s'agit d'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde. Aujourd'hui, on a un vent de nord-est. Normalement, les cigognes devraient passer ici, au-dessus de Sainte-Sophie. Ce serait splendide. La vue est dégagée. Sur la rive opposée se dessinent la vieille ville et la mosquée de Soliman. Un léger vent du nord et une température de 30 degrés. Des conditions migratoires idéales. C'est parti, Jens. Je vois les premières au-dessus de Sainte-Sophie. Elles montent très haut avec les courants ascendants. Elles sont déjà loin de nous. Nous attendions ce moment depuis 10 jours. 3000 cigognes cherchent un courant ascendant au-dessus de la plus belle mosquée d'Istanbul. Elles veulent gagner de la hauteur pour survoler ensuite le Bosphore en vol ramé. Les cigognes ont 8000 km de vol devant elles. Elles traversent l'Anatolie jusqu'aux côtes méditerranéennes turques, puis passent par le Proche-Orient et rejoignent enfin l'Afrique du Sud. Nous les retrouverons en Israël. Si les migrations d'oiseaux sont bien connues, on en sait beaucoup moins sur les voyageurs des eaux méditerranéennes. Les études de biologistes comme Bruno Diaz n'en sont qu'à leur début. Et la tâche est loin d'être simple. La surpêche, les substances toxiques et les déchets en plastique déciment de nombreuses espèces. Plusieurs jours s'écoulent sans que nous rencontrions de migrateurs. Depuis presque une semaine, nous sommes dans les Bouches de Bonifacio, et toujours rien. Mais soudain, un groupe de dauphins surgit droit devant nous. Plus de 10 spécimens d'une taille impressionnante. Chaque dauphin possède une nageoire dorsale unique, ce qui permet à Bruno Diaz de les reconnaître. Cela, il les a déjà vus souvent dans le coin, et c'est anormal. Les dauphins chassent habituellement dans des territoires de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Mais ce groupe semble avoir abandonné sa pratique migratoire. Tout s'explique par la présence d'un élevage de poissons. Ici, Bruno Diaz rencontre 3 fois plus de dauphins qu'en haute mer. Il s'agit souvent du même groupe. Les cétacés ne se laissent pas impressionner par les filets et les cordes.
Les dauphins trouvent de moins en moins de proies en haute mer. C'est pourquoi ils fréquentent assidûment la ferme aquacole. Ils n'y trouvent pas seulement des poissons d'élevage. La nourriture qui s'échappe des filets attire d'immenses bancs de poissons, chose devenue rare dans la Méditerranée. Le phénomène que nous découvrons près de la ferme en dit long sur l'état déplorable de l'écosystème de la Méditerranée. La mer a été pillée par la pêche industrielle. Les populations de poissons comestibles ont diminué de 80% ces 30 dernières années. La demande, elle, a plus que doublé. Même si les médicaments et la nourriture sont distribués de façon plus responsable, de nouveaux écosystèmes se développent autour des zones d'élevage. Les thons qui se dirigent vers leur lieu de reproduction font halte eux aussi près des fermes. Grâce à leurs lignes latérales, ils peuvent localiser de très loin les mouvements des bancs de poissons. Nous cherchons à savoir comment les dauphins se comportent dans cet environnement. Est-ce qu'ils déchirent les filets pour parvenir jusqu'à leur butin? Les éleveurs les considèrent comme des nuisibles, à l'origine de dégâts importants. Pendant des dizaines d'années, les cétacés ont fait l'objet de persécutions sans merci. Nous constatons que les animaux s'activent bel et bien en tirant sur les mailles du filet. Mais lorsque nous nous approchons, ils préfèrent s'éloigner. Au bout d'une heure, nous parvenons enfin à voir ce que font les dauphins. Ils tirent les poissons malades ou blessés à travers les mailles, sans pour autant endommager le filet. Grâce à ces preuves, Bruno Diaz espère que les éleveurs feront preuve de compréhension. Pour cette famille de dauphins, la ferme aquacole est devenue un moyen de subsistance. Ils ne migrent plus pour se nourrir. Ces 20 dernières années, les dauphins ont disparu de certaines régions. Ici, ils sont les hôtes indésirables des élevages de poissons. Où est donc passée l'époque de la Grèce antique qui vénérait ces animaux comme des dieux? Le légendaire Dôme du Rocher à Jérusalem. Nous voici en Israël sur les traces de nos oiseaux migrateurs. Plus de 40 ans après la guerre des 6 jours, le paysage près de la frontière syrienne reste marqué par les champs de mines. À l'extrémité nord du plateau du Golan, aux confins d'Israël, de la Syrie et du Liban, se situe le massif du Hermon. Le château de la Falaise, comme on appelle la forteresse de Nemrod en arabe, a été érigé il y a 800 ans contre les attaques des croisés. Ce sera notre poste d'observation. Quelle vue splendide! Une vallée immense. Avec les montagnes des deux côtés, on dirait un entonnoir. Les cigognes vont survoler ce paysage. Oui, c'est leur trajectoire. D'après les ornithologues israéliens, 500 millions d'oiseaux migrateurs traversent le pays 2 fois par an. Avec un système de radar, Yossi Lechem et son équipe observent le ciel et comptent les oiseaux. Nous avons 3 stations, une ici à Latroun, une en Galilée et une dans le désert du Negev. C'est ici que les mouvements migratoires des oiseaux sont observés. Là, vous avez les pélicans, ils arrivent de la vallée de la Houla. Et voilà Jens avec son planeur. À bord d'un motoplaneur, nous partons à la recherche de pélicans en migration. Notre pilote, Elie Sofer, reçoit par transmission radio les coordonnées de l'endroit où se trouvent les oiseaux.
Au bout d'une heure, nous nous approchons d'un premier rassemblement. Tout en légèreté, les grands oiseaux planent au-dessus de la vallée du Jourdain. Quelle sensation inoubliable de les filmer dans les airs et de voler avec eux. Ces voyageurs traversent des mondes. Environ 25 000 pélicans blancs survolent Israël 2 fois par an. Ils font halte dans la vallée de la Houla, près du lac Agmon, au cœur d'une réserve naturelle située entre les montagnes de Galilée et le plateau du Golan. Cette importante zone marécageuse offre aux oiseaux un espace protégé et de la nourriture. Des pélicans venus de toute l'Europe viennent y reprendre des forces. Les coups étirés signifient que les oiseaux ont repéré un danger. Un chacal doré est dans les parages. Le ragondin, ou castor des marais, est quant à lui végétarien. Les pélicans n'ont rien à craindre. Le lac Agmon est une escale des plus fréquentées. Dès le mois d'octobre, la vie va bon train par ici. Lorsque les grues arrivent par milliers de Finlande et d'Europe de l'Est, leurs cris font vibrer la vallée de la Houla sur plusieurs kilomètres. Même après les récoltes, les champs de maïs et de cacahuètes autour de la réserve naturelle promettent un vrai festin aux voyageurs affamés. C'est l'occasion de se rassasier avant de poursuivre la route vers l'Éthiopie. Nous nous sommes dissimulés pour filmer les oiseaux de près. Les grues en migration sont très farouches. Ce soir, au coucher du soleil, nous assistons à un moment spectaculaire. Les quelques 40 000 grues semblent tout obéir à un seul ordre. Et en peu de temps, elles rejoignent ensemble le lac Agmon, où elles passeront la nuit. Nous constatons que parmi les pays de la côte sud-est de la Méditerranée, seul Israël adopte des mesures conséquentes pour protéger l'environnement. Mais nous voulons savoir quels dangers guettent nos oiseaux migrateurs à d'autres étapes de leur parcours. Notre prochaine destination est la côte égyptienne. Le migrateur le plus rare de la Méditerranée sait se faire désirer. Le requin pèlerin, deuxième plus grand poisson au monde, est surtout présent dans les légendes. Contrairement à la baleine, il n'expulse pas de jets d'eau et d'air qui permettraient de le localiser. Nous nous renseignons auprès de pêcheurs dans les ports Corse et Sardes. Ils ont déjà vu des animaux plus grands que leurs bateaux, nous disent-ils. Mais cette année, pas encore. Le froid a tout retardé, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. On nous indique les endroits où les requins sont généralement aperçus. Dans les bouches de Bonifacio, l'eau froide des profondeurs, riche en nourriture, est poussée vers la surface. Au printemps, le plancton y abonde et attire le requin. Soudain, nous apercevons sa nageoire dorsale.
Bruno veut constituer des archives sur Internet avec des photos de nageoires, ce qui permettrait de répertorier les animaux et les lieux où ils ont été aperçus. Les biologistes de la Méditerranée pourraient se servir de ces données afin de retracer les mouvements migratoires des requins pèlerins. Les touristes aussi seraient invités à prendre des photos et à les partager. Un plongeur ferait sans doute fuir l'animal. Mais une fois qu'il s'est familiarisé avec le bateau, nous optons pour une caméra sur perche télescopique. Pour bien filmer le requin, l'objectif doit être au plus près. Les requins pèlerins peuvent atteindre 12 mètres de long et n'ont pas d'ennemis naturels. C'est précisément le problème. Ils ne se méfient pas des bateaux et meurent déchiquetés par les hélices. Nous contournons l'animal et arrêtons le moteur. Le requin s'avance vers nous. Notre individu fait 7 mètres de long. Il n'a pas peur et reste près du bateau. Mais nous avons du mal à le filmer. Il ne cesse de se déplacer en effectuant des cercles. C'est qu'il est en train de se nourrir. Grâce à son imposante gueule d'1,5 mètre, il filtre l'eau pour capturer les micro-organismes. Et pour cela, il doit rester constamment en mouvement. « 9000 litres d'eau par minute transitent par les branchies qui retiennent le plancton. Le requin frôle le bateau. Nous le filmons avec une précision telle que même ses organes génitaux sont reconnaissables. Son ptérygopode, situé derrière les nageoires pelviennes, nous indique qu'il s'agit d'un mâle. Nul ne sait combien de ces 12 géants sillonnent encore la Méditerranée. Pas plus qu'on ne connaît leur destination migratoire. Cet individu ne se reproduira peut-être plus jamais. Et l'espoir est faible de sauver cette espèce unique de l'extermination. Nous voici arrivés sur la côte égyptienne. Notre première étape est un lieu chargé d'histoire, le cimetière militaire allemand à El Alamein. À la différence des cigognes, la plupart des petits oiseaux européens survolent la Méditerranée la nuit, d'une seule traite. Pour beaucoup d'entre eux, le voyage s'arrête ici. Au lever du soleil, épuisés de leur voyage, ils recherchent l'ombre pour se reposer. Mais c'est la mort qui les surprend. En sillonnant les oasis autour d'El Alamein, nous trouvons partout des oiseaux pris au piège. Incroyable. Encore des filets. Entre août et septembre, presque tous les arbres et arbustes sont recouverts de ces redoutables filets. Une fois pris dedans, les oiseaux n'ont aucune chance de s'échapper. Ceux qui hésitent sont poussés vers les filets. Cette pie grièche ne se débat plus. Les tentatives de se libérer en battant des ailes provoquent l'effet inverse. L'oiseau s'enfonce encore plus dans les mailles. Chaque automne, des milliers d'oiseaux sont pris au piège dans les environs d'El Alamein. Sur toute la côte égyptienne, entre la bande de Gaza à l'est et la frontière libyenne à l'ouest, se dressent des filets d'oiseleurs. 700 km de pièges, un phénomène unique au monde. Les oiseleurs sont bien organisés. Ils savent que les oiseaux qui arrivent sur la côte voyagent presque tous de nuit. Il suffit de les ramasser de bon matin, encore vivants. Des kilomètres de filets remplis d'oiseaux. Oui, c'est fou. Inimaginable. Ce ne sont pas 2-3 filets.
mais une véritable barrière qui bloque les oiseaux migrateurs. Les pauvres petits ont survolé 2000 km au-dessus de la mer et arrivés sur la plage, ils meurent dès les 50 premiers mètres. Les cailles représentent une proie particulièrement lucrative. Pour éviter que les oiseaux ne s'échappent, on leur arrache les ailes et la queue. Mais ils ne seront tués qu'une fois vendus. Allez, on s'en va. Nous essayons de savoir où les oiseaux sont commercialisés. Les Bédouins préfèrent rester discrets. Nous nous rendons dans le delta du Nil à Rosette, ville portuaire peu touristique. On dirait le centre-ville. Oui, on y est. On ne peut pas continuer en voiture. On va se garer et continuer à pied. Dans la vieille ville, on nous renseigne poliment. Tout droit, puis à gauche, nous dit-on. Vous cherchez des oiseaux? Le boucher semble dubitatif et nous indique un angle de rue où s'entassent des caisses remplies de cailles. Il y en a bien une cinquantaine par caisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je dirais 600 cailles. Il y en a autant de l'autre côté, donc à peu près 1000 oiseaux. Au prochain stand, une cargaison d'oiseaux vient tout juste d'arriver. Notre présence n'est visiblement guère appréciée des marchands. Des pigrièches, des huppes, des torcoles. En Europe, ces espèces sont protégées. Ici, elles constituent un mets très prisé. Des traquets en quantité. Des oiseaux chanteurs. Les consommateurs privilégient la viande fraîche, mais les oiseaux sont aussi conservés au congélateur. Ils sont déjà plumés. 60, 100, 150, presque 1000 oiseaux dans ce congélateur. Ce guêpier, comme tant d'autres, n'est pas au bout de son calvaire. En une journée, nous avons vu à Rosette environ 10 000 oiseaux capturés ou morts. Chaque année, durant une période de 3 mois, les marchés égyptiens proposent de petits oiseaux fraîchement capturés. Et personne n'éprouve de remords, car en Égypte, l'activité d'oiseleur est une tradition. La disparition croissante des espèces concerne le monde entier. Les côtes égyptiennes de la Méditerranée révèlent que les pratiques d'un seul pays peuvent réduire à néant les efforts de tous les autres. Ne migrent plus pour se nourrir. Ces 20 dernières années, les dauphins ont disparu de certaines régions. Ici, ils sont les hôtes indésirables des élevages de poissons. Où est donc passée l'époque de la Grèce antique qui vénérait ces animaux comme des dieux? Le légendaire Dôme du Rocher à Jérusalem. Nous voici en Israël sur les traces de nos oiseaux migrateurs. Plus de 40 ans après la guerre des 6 jours, le paysage près de la frontière syrienne reste marqué par les champs de mines. À l'extrémité nord du plateau du Golan, aux confins d'Israël, de la Syrie et du Liban, se situe le massif du Hermon. Le château de la Falaise, comme on appelle la forteresse de Nemrod en arabe, a été érigé il y a 800 ans contre les attaques des croisés. Ce sera notre poste d'observation. Quelle vue splendide! Une vallée immense,
Avec les montagnes des deux côtés, on dirait un entonnoir. Les cigognes vont survoler ce paysage. Oui, c'est leur trajectoire. D'après les ornithologues israéliens, 500 millions d'oiseaux migrateurs traversent le pays 2 fois par an. Avec un système de radar, Yossi Lechem et son équipe observent le ciel et comptent les oiseaux. Nous avons 3 stations, une ici à Latroun, une en Galilée et une dans le désert du Negev. C'est ici que les mouvements migratoires des oiseaux sont observés. Là, vous avez les pélicans, ils arrivent de la vallée de la Houla. Et voilà Jens avec son planeur. À bord d'un motoplaneur, nous partons à la recherche de pélicans en migration. Notre pilote, Elie Sofer, reçoit par transmission radio les coordonnées de l'endroit où se trouvent les oiseaux. Au bout d'1 heure, nous nous approchons d'un premier rassemblement. Tout en légèreté, les grands oiseaux planent au-dessus de la vallée du Jourdain. Quelle sensation inoubliable de les filmer dans les airs et de voler avec eux. Parvenir jusqu'à leur butin, les éleveurs les considèrent comme des nuisibles, à l'origine de dégâts importants. Pendant des dizaines d'années, les cétacés ont fait l'objet de persécutions sans merci. Nous constatons que les animaux s'activent bel et bien en tirant sur les mailles du filet. Mais lorsque nous nous approchons, ils préfèrent s'éloigner. Au bout d'1 heure, nous parvenons enfin à voir ce que font les dauphins. Ils tirent les poissons malades ou blessés à travers les mailles, sans pour autant endommager le filet. Grâce à ces preuves, Bruno Diaz espère que les éleveurs feront preuve de compréhension. Pour cette famille de dauphins, la ferme aquacole est devenue un moyen de subsistance. Ils ne migrent plus pour se nourrir. Ces 20 dernières années, les dauphins ont disparu de certaines régions. Ici, ils sont les hôtes indésirables des élevages de poissons. Où est donc passée l'époque de la Grèce antique qui vénérait ces animaux comme des dieux? Le légendaire Dôme du Rocher à Jérusalem. Nous voici en Israël sur les traces de nos oiseaux migrateurs. Plus de 40 ans après la guerre des 6 jours, le paysage près de la frontière syrienne reste marqué par les champs de mines. À l'extrémité nord du plateau du Golan, aux confins d'Israël, de la Syrie et du Liban, se situe le massif du Hermon. Le château de la Falaise, comme on appelle la forteresse de Nemrod en arabe, a été érigé il y a 800 ans contre les attaques des croisés. Ce sera notre poste d'observation. Quelle vue splendide! Une vallée immense. Avec les montagnes des deux côtés, on dirait un entonnoir. Les cigognes vont survoler ce paysage. Oui, c'est leur trajectoire. D'après les ornithologues israéliens, 500 millions d'oiseaux migrateurs traversent le pays 2 fois par an. Avec un système de radar, Yossi Lechem et son équipe observent le ciel et comptent les oiseaux. Nous avons 3 stations, une ici à Latroun, une en Galilée et une dans le désert du Negev. C'est ici que les mouvements migratoires... Là, vous avez les pélicans, ils arrivent de la vallée de la Houla. Et voilà Jens avec son planeur.
À bord d'un motoplaneur, nous partons à la recherche de pélicans en migration. Notre pilote, Elie Sofer, reçoit par transmission radio les coordonnées de l'endroit où se trouvent les oiseaux. Au bout d'une heure, nous nous approchons d'un premier rassemblement. Tout en légèreté, les grands oiseaux planent au-dessus de la vallée du Jourdain. Quelle sensation inoubliable de les filmer dans les airs et de voler avec eux. Ces voyageurs traversent des mondes. Environ 25 000 pélicans blancs survolent Israël 2 fois par an. Ils font halte dans la vallée de la Houla, près du lac Agmon, au cœur d'une réserve naturelle située entre les montagnes de Galilée et le plateau du Golan. Cette importante zone marécageuse offre aux oiseaux un espace protégé et de la nourriture. Des pélicans venus de toute l'Europe viennent y reprendre des forces. Les coups étirés signifient que les oiseaux ont repéré un danger. Un chacal doré est dans les parages. Le ragondin, ou castor des marais, est quant à lui végétarien. Les pélicans n'ont rien à craindre. Le lac Agmon est une escale des plus fréquentées. Dès le mois d'octobre, la vie va bon train par ici. Lorsque les grues arrivent par milliers de Finlande et d'Europe de l'Est, leurs cris font vibrer la vallée de la Houla sur plusieurs kilomètres. Même après les récoltes, les champs de maïs et de cacahuètes autour de la réserve naturelle promettent un vrai festin aux voyageurs affamés. C'est l'occasion de se rassasier avant de... Un jeune pélican blanc se joint aux cigognes. Il vient peut-être du delta du Danube ou de Grèce. Ce paysage est bien différent de ses escales habituelles, toujours en milieu aquatique. Mais ici, ce sont des champs de tournesol à perte de vue. Quel spectacle! Au moins 10 000 cigognes dans la lumière du soir. Il est très rare d'en voir autant d'un coup. Les cigognes qui atteignent la Turquie le matin poursuivent directement la route vers l'Asie. Celles qui arrivent le soir passent la nuit en Europe avant d'entamer la traversée éprouvante du Bosphore. Elles s'agitent. Tu crois qu'elles passeront la nuit dans le champ? Non, je ne crois pas. Elles dormiront dans les arbres. Sur le sol, elles ne seraient pas à l'abri des chiens errants. Les cigognes semblent épuisées par le long voyage. Les unes après les autres, et en prenant tout leur temps, elles trouvent refuge dans les arbres pour passer la nuit. Demain, nous les accompagnerons dans l'étape difficile du Bosphore. De nombreux habitants de la mer migrent par les bouches de Bonifacio, ce qui raccourcit leur périple de plusieurs centaines de kilomètres. Ce passage étroit est idéal pour observer les pérégrinations sous-marines. Mais en restant sur le bateau, il est bien difficile de voir les animaux.
Même les plus grands, comme les baleines ou les dauphins, ne peuvent être observés que brièvement, lorsqu'ils remontent à la surface pour respirer. Un petit avion nous facilite la tâche. Nous pouvons localiser des bancs de sardines et autres poissons impossibles à distinguer depuis la hune du Toftewag, notre vénérable navire en bois de plus de 100 ans. L'avion nous permet de scruter les bouches de Bonifacio, d'une largeur de 12 km. Lorsque tout est calme à la surface de l'eau, nous pouvons même observer des micro-organismes qui se multiplient abondamment dès le début de l'été. L'eau grouille alors de... Pas une minute sans décollage ou atterrissage. Les cigognes se posent elles aussi en attendant que la pluie passe. Elles ne peuvent pas voler avec les plumes mouillées. Les cigognes choisissent comme aire de repos un aéroport militaire situé un peu à l'écart. Nous nous risquons avec elles dans cette zone où il est strictement interdit de filmer. Très rapidement, 5000 cigognes se rassemblent devant les hangars d'avions militaires. Heureusement, notre tournage passe inaperçu. Les sentinelles sont peut-être tout comme nous captivés par les cigognes. Un quart d'heure plus tard, les oiseaux s'apprêtent à repartir. L'ancien poste de douane Kiz-Kulesi, ou Tour de Léandre. Nous voici dans l'Istanbul asiatique. On va se garer. Les cigognes passeront par ici. D'accord. Environ 50 000 navires de tout type, du pétrolier au sous-marin, transitent chaque année par le Bosphore. Il s'agit d'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde. Aujourd'hui, on a un vent de nord-est. Normalement, les cigognes devraient passer ici, au-dessus de Sainte-Sophie. Ce serait splendide. La vue est dégagée. Sur la rive opposée se dessinent la vieille ville et la mosquée de Soliman. Un léger vent du nord et une température de 30 degrés. Des conditions migratoires idéales. C'est parti, Jens. Je vois les premières au-dessus de Sainte-Sophie. Elles montent très haut avec les courants ascendants. Elles sont déjà loin de nous. Nous attendions ce moment depuis 10 jours. 3000 cigognes cherchent un courant ascendant au-dessus de la plus belle mosquée d'Istanbul. Elles veulent gagner de la hauteur pour survoler ensuite le Bosphore en vol ramé. Les cigognes ont 8000 km de vol devant elles. Elles traversent l'Anatolie jusqu'aux côtes méditerranéennes turques, puis passent par le Proche-Orient et rejoignent enfin l'Afrique du Sud. Nous les retrouverons en Israël. Si les migrations d'oiseaux sont bien connues, on en sait beaucoup moins sur les voyageurs des eaux méditerranéennes. Nous voici arrivés sur la côte égyptienne. Notre première étape est un lieu chargé d'histoire, le cimetière militaire allemand à El Alamein. À la différence des cigognes, la plupart des petits oiseaux européens survolent la Méditerranée la nuit, d'une seule traite. Pour beaucoup d'entre eux, le voyage s'arrête ici. Au lever du soleil, épuisés de leur voyage, ils recherchent l'ombre pour se reposer. Mais c'est la mort qui les surprend. En sillonnant les oasis autour d'El Alamein, nous trouvons partout des oiseaux pris au piège. Incroyable. Encore des filets. Entre août et septembre, presque tous les arbres et arbustes sont recouverts de ces redoutables filets. Une fois pris dedans, les oiseaux n'ont aucune chance de s'échapper. Ceux qui hésitent sont poussés vers les filets. Cette pie grièche ne se débat plus. Les tentatives de se libérer en battant des ailes provoquent l'effet inverse.
l'oiseau s'enfonce encore plus dans les mailles. Chaque automne, des milliers d'oiseaux sont pris au piège dans les environs d'El Alamein. Sur toute la côte égyptienne, entre la bande de Gaza à l'est et la frontière libyenne à l'ouest, se dressent des filets d'oiseleurs. 700 km de pièges, un phénomène unique au monde. Les oiseleurs sont bien organisés. Ils savent que les oiseaux qui arrivent sur la côte voyagent presque tous de nuit. Il suffit de les ramasser de bon matin, encore vivants. Des kilomètres de filets remplis d'oiseaux. Oui, c'est fou. Inimaginable. Ce ne sont pas 2-3 filets, mais une véritable barrière qui bloque les oiseaux migrateurs. Les pauvres petits ont survolé 2000 km au-dessus de la mer et arrivés sur la plage, ils meurent dès les 50 premiers mètres. Les cailles représentent une proie particulièrement lucrative. Pour éviter que les oiseaux ne s'échappent, on leur arrache les ailes et la queue. Mais ils ne seront tués qu'une fois vendus. Allez, on s'en va. Nous essayons de savoir où les oiseaux sont commercialisés. Les Bédouins préfèrent rester discrets. Nous nous rendons dans le delta du Nil à Rosette, ville portuaire peu touristique. On dirait le centre-ville. Oui, on y est. On ne peut pas continuer en voiture. Dans quelques jours, les minuscules larves de poissons vont éclore par millions et les courants les emporteront en haute mer. Le rassemblement des canthères annonce le début de longues migrations dans les eaux méditerranéennes. À bord de notre bateau d'expédition Toftewag, nous nous engageons dans les Bouches de Bonifacio. Dans cette zone située entre la Sardaigne et la Corse, la profondeur n'atteint pas plus de 70 mètres. Au printemps, c'est un passage incontournable pour de nombreuses espèces venues s'y reproduire ou ratisser les fonds marins, véritables garde-manger. Nous voici donc au bon endroit à point nommé. Juste au-dessous de la surface de l'eau, de petits poissons se nourrissent de larves de canthères et d'autres petits organismes, avant d'être dévorés à leur tour par les thons. Ces redoutables chasseurs mesurent plus d'1 mètre de long et pèsent jusqu'à 70 kilos. On peut les apercevoir furtivement lorsqu'ils effectuent un saut avant de se précipiter dans les bancs de poissons. La plupart d'entre eux seront attrapés par les chalutiers internationaux, dans le détroit de Gibraltar et au large des côtes espagnoles. La pêche côtière en subit les conséquences. Le poisson se fait de plus en plus rare. Mais les pêcheurs locaux sont loin d'être exemplaires. Ils utilisent la technique du filet calé, pourtant interdite. Par mauvais temps, les poissons ne peuvent être récupérés et ils se décomposent dans les filets. Presque toutes les espèces de thons sont actuellement menacées. Par endroits, leur population est totalement décimée. Pour eux, la migration est devenue une pratique dangereuse. Là où leurs ancêtres se reproduisaient abondamment, les thons d'aujourd'hui meurent en grand nombre. Ils traversent des milliers de kilomètres depuis l'Atlantique pour rejoindre la Méditerranée. Un comportement qui a perduré au cours de millions d'années, jusqu'à ce que l'homme ne fasse irruption avec ses filets. Aujourd'hui, la pêche a été bonne. Ils ne voient pas d'inconvénient à ce que nous filmions leur méthode de pêche pourtant illégale. Un thon rouge comme celui-ci se vend à plusieurs centaines d'euros. Mais les pêcheurs connaissent de moins en moins de jours chanceux et les traditionnels filets calés, les madragues, l'enregistrement indique que 3 rorquals se trouvaient à proximité du bateau, ainsi qu'un animal plus petit qui a totalement échappé à notre attention. Mais pour les biologistes marins, cela fait partie du quotidien.
Comme d'autres espèces de baleines, les rorquals sont identifiables grâce à leur nageoire dorsale et à leur motif de couleur. Les migrations dans la Méditerranée les exposent à toutes sortes de dangers, comme des collisions avec les bateaux, mais aussi le bruit ou encore les substances toxiques. Il est 5 heures du matin. Alors que nos cigognes se reposent encore, nous prenons la route pour la plus grande métropole turque. Nous nous dirigeons vers une ville âgée de 3 millénaires qui, au cours de l'histoire, s'est tour à tour nommée Byzance et Constantinople. Istanbul est à la croisée des continents européens et asiatiques, séparés par le Bosphore. Pas facile de s'orienter dans ce gigantesque labyrinthe de maisons. Istanbul occupe une superficie d'environ 5000 km², c'est-à-dire presque 2 fois la taille de Paris et Berlin réunis. Un creuset des cultures occidentales et orientales. Le détroit du Bosphore, long de 30 km, relie la mer de Marmara à la mer Noire. L'eau méditerranéenne à forte teneur en sel suit des courants profonds vers le nord, tandis que des courants moins salés et proches de la surface se déplacent en sens inverse. Pour les puffins, le Bosphore est un excellent point de ravitaillement. Quant aux cigognes, les vents forts peuvent interrompre leur voyage. Justement, près de l'aéroport Atatürk, les conditions météorologiques se dégradent. Je ne les vois pas. Elles ont dû se poser dans les parages. Avec la tempête qui arrive, impossible pour elles de poursuivre. Pas une minute sans décollage ou atterrissage. Les cigognes se posent elles aussi en attendant que la pluie passe. Elles ne peuvent pas voler avec les plumes mouillées. Les cigognes choisissent comme aire de repos un aéroport militaire situé un peu à l'écart. Nous nous risquons avec elles dans cette zone où il est strictement interdit de filmer. Très rapidement, 5000 cigognes se rassemblent devant les hangars d'avions militaires. Heureusement, notre tournage passe inaperçu. Les sentinelles sont peut-être tout comme nous captivés par les cigognes. Un quart d'heure plus tard, les oiseaux s'apprêtent à repartir. Pendant des dizaines d'années, les cétacés ont fait l'objet de persécutions sans merci. Nous constatons que les animaux s'activent bel et bien en tirant sur les mailles du filet. Mais lorsque nous nous approchons, ils préfèrent s'éloigner. Au bout d'une heure, nous parvenons enfin à voir ce que font les dauphins. Ils tirent les poissons malades ou blessés à travers les mailles, sans pour autant endommager le filet. Grâce à ces preuves, Bruno Diaz espère que les éleveurs feront preuve de compréhension. Pour cette famille de dauphins, la ferme aquacole est devenue un moyen de subsistance. Ils ne migrent plus pour se nourrir. Ces 20 dernières années, les dauphins ont disparu de certaines régions. Ici, ils sont les hôtes indésirables des élevages de poissons. Où est donc passée l'époque de la Grèce antique qui vénérait ces animaux comme des dieux? Le légendaire Dôme du Rocher à Jérusalem. Nous voici en Israël sur les traces de nos oiseaux migrateurs. Plus de 40 ans après la guerre des 6 jours, le paysage près de la frontière syrienne reste marqué par les champs de mines. À l'extrémité nord du plateau du Golan, aux confins d'Israël, de la Syrie et du Liban, se situe le massif du Hermon. Le château de la Falaise, comme on appelle la forteresse de Nemrod en arabe, a été érigé il y a 800 ans contre les attaques des croisés. Ce sera notre poste d'observation. Quelle vue splendide!
Une vallée immense. Avec les montagnes des deux côtés, on dirait un entonnoir. Les cigognes vont survoler ce paysage. Oui, c'est leur trajectoire. D'après les ornithologues israéliens, 500 millions d'oiseaux migrateurs traversent le pays 2 fois par an. Avec un système de radar, Yossi Lechem et son équipe observent le ciel et comptent les oiseaux. Nous avons 3 stations, une ici à Latroun, une en Galilée et une dans le désert du Negev. C'est ici que les mouvements migratoires des oiseaux sont observés. Là, vous avez les pélicans. Avec une envergure de 2 mètres, la cigogne blanche appartient à la famille des oiseaux planeurs. Elle se laisse porter par les courants ascendants et peut voler à une altitude de 5000 mètres. Arrête! Des cigognes mortes. Nous suivons les oiseaux pour voir où ils passent la nuit. L'ornithologue Holger Schulz étudie depuis 30 ans le comportement migratoire des cigognes blanches. Rien n'échappe à son œil expert. Elle a dû se faire électrocuter. Je ne vois pas de bague. Regarde, elle a des plumes brûlées. Oui, c'est bien une électrocution. Elle a dû se poser sur le pylône pour dormir. Le contact avec une prise de terre et la ligne électrique lui a été fatal. Voyons si les autres ont des bagues. Les bagues numérotées font office de pièces d'identité. Elles renseignent sur la provenance et la destination des oiseaux. Celle-ci n'a pas de bague, mais ses ailes portent des marques d'électrocution. Celle-là a les ailes complètement brûlées, c'est évident. Les études d'Holger montrent que la moitié des jeunes cigognes meurent durant leur première année de vie. L'électrocution représente près de 70% des causes de mortalité. Si les courants ascendants sont suffisamment forts, ces grands oiseaux planeurs parcourent jusqu'à 500 km par jour, grâce à une remarquable économie d'énergie. Mais cette technique ne fonctionne pas au-dessus de l'eau. C'est pourquoi les cigognes contournent la Méditerranée, à l'ouest par Gibraltar ou à l'est par le Bosphore. Un jeune pélican blanc se joint aux cigognes. Il vient peut-être du delta du Danube ou de Grèce. Ce paysage est bien différent de ses escales habituelles, toujours en milieu aquatique. Mais ici, ce sont des champs de tournesol à perte de vue. Quel spectacle! Au moins 10 000 cigognes dans la lumière du soir. Il est très rare d'en voir autant d'un coup. Les cigognes